Je vais me présenter rapidement. Alors, je m'appelle Arthur Picard, je suis professeur agrégé de PS. Depuis 2022, j'enseigne près de Paris, plus précisément à Suresnes, dans le 92, au collège Émile Zola. Cette année, j'ai à cœur de réaliser un projet important intitulé Mieux vivre ensemble, diversité, inclusion. Je souhaite aborder des sujets comme le handisport et les Jeux paralympiques de 2024, évidemment, qui auront lieu à Paris, en prenant ton parcours comme exemple. Alors, je tiens sincèrement à te remercier d'avoir accepté cette interview, puisque, en effet, cela va permettre à mes élèves de te connaître et de comprendre que rien n'est impossible. Puis-je te demander de te présenter rapidement, s'il te plaît? Salut Arthur, je suis enchanté. Du coup, moi je m'appelle Hector. J'ai 18 ans, nageur à Dijon. Et voilà, je suis troisième lors des derniers championnats du monde de Manchester et en route vers Paris 2024. Ton handicap, en quelques mots? Alors moi, j'ai une agénésie du membre supérieur gauche. Pour faire plus simple, ce que je dis souvent aux enfants, c'est que je suis né, mais il me manque 5 doigts en moins, quoi. C'est tout. Alors, pourquoi avoir fait le choix de cette discipline, à savoir la natation? Alors moi, de base, je suis très sportif. J'ai toujours fait plein de sports différents. J'ai commencé avec le judo tout petit, puis j'ai fait du BMX race, de l'athlétisme un peu et du foot. Et lorsque j'étais au collège, fallait trouver un sport pour continuer à faire du cardio l'hiver, et j'aimais pas courir. Et du coup, je me suis orienté vers la natation. Et lors d'un stage en e-sport, du coup, j'ai rencontré Koen Voland de Game, l'ancien entraîneur de l'équipe de France en e-sport, qui m'a dit que j'avais des qualités dans l'eau. Et 6 mois après, je me suis blessé au genou. J'ai une maladie de croissance qui s'appelle Osgood-Schlatter. Donc j'ai tout plaqué et je me suis mis à fond dans la natation. Un an après, je fais détection pour Anthropole France, je suis accepté. Et c'est un cheminement que j'ai suivi et chaque année, j'ai gravi les étapes pour en arriver aujourd'hui. Entendu. As-tu un modèle de sportif ou de sportive qui t'inspire ou t'a inspiré? Et surtout, pourquoi? Je dirais pas que j'ai un modèle précis, mais bon, c'est pas un sportif, mais j'aime bien Rocky, quoi. Ou sinon, je suis très fan de Formule 1 et j'ai Max Verstappen pour sa ténacité. Entendu. Comment pourrais-tu répondre à une personne qui te dirait on est tous différents, mais on est tous égaux? C'est quelque chose de vrai, je dirais. Parce que on est deux êtres humains, mais moi je suis handicapé, mais toi t'as les cheveux plus foncés que moi. Mais pour autant, ça change pas que on est tous les deux pareils, en fin de compte. Pourrais-tu définir avec tes mots le handisport et justement un différencier avec le sport adapté? Un différencier. La seule différence, c'est que l'handisport, c'est handicap physique. Et le sport adapté, c'est l'handicap mental. Alors, quels gestes du quotidien te sont difficiles ou même impossibles à réaliser avec ton handicap? Donc moi, avec mon handicap, j'ai aucune gêne. J'arrive à tout faire comme tout le monde, que ce soit mes lacets ou autre. Et j'ai juste une seule particularité, c'est que j'ai du mal à couper ma viande quand c'est des entrecôtes ou ou qu'il y a des os comme le poulet. Mais sinon, non, pas de difficulté. Quelles sont les adaptations nécessaires à la vie de tous les jours? J'en ai aucune. Même pour couper ta viande, par exemple. Non. Je prends la fourchette, je la mets dans la viande et j'appuie avec mon moignon du coup pour la tenir. Et après, je coupe avec ma main. Voilà. Quels sont les sacrifices que tu as pu faire dans ta vie pour arriver aujourd'hui à ce niveau de performance? Je sais pas si on parle de sacrifice, mais à 14 ans, du coup, je suis parti de chez mes parents. Je suis originaire d'Alsace et je suis parti à Bordeaux, de l'autre côté de la France. Ça faisait une belle diagonale, mais moi, je le vois pas comme un sacrifice, je le vois plus comme une opportunité. Quelle part de ton temps et on va dire ton investissement représente le sport dans ta vie quotidienne? Ça commence par un réveil à 6 heures du matin, qui fait mal. Faut être au bord du bassin à 6h45, faire un réveil musculaire, nager 2 heures, faire une séance de musculation ensuite à la fin de l'entraînement, repartir en cours, rentrer manger, retourner en cours et revenir nager le soir. Par quel club es-tu passé durant ta carrière? Alors du coup, moi depuis le début, que je nage, je suis licencié à l'Handisport Célestat, qui est mon premier club. Et donc ça, c'est en handisport. Mais je fais aussi des compétitions avec les valides, donc en FFN, Fédération Française de Natation, où j'ai nagé pour Célestat, pour Ornon Natation, qui est un club lorsque j'étais à Bordeaux. Et aujourd'hui, donc, pour l'ADN, l'Alliance Dijon Natation.
Et pourquoi justement avoir changé de club? Pourquoi es-tu venu à Dijon? J'avais besoin de nager avec des nageurs qui allaient plus vite que moi. Quand j'étais à Bordeaux, j'étais celui qui nageait devant et qui tirait le groupe. Et au bout de 3 ans, j'avais besoin que les rôles s'inversent un peu et que ce soit moi qui soit tiré. Et en venant à Dijon, j'ai trouvé pleinement ce que je cherchais. On va aller un peu plus dans le concret. Quel est ton objectif sportif aux Jeux de Paris? Ramener l'or à la maison. Et quels sont tes objectifs à moyen et plus long terme sur le plan sportif toujours? Donc là, prochainement, on sera en stage pendant les vacances à Dijon. On reste à la maison. Ensuite, je vais partir le mois de novembre, 3 semaines en altitude à Font-Romeu pour voir comment mon corps réagit, parce qu'il peut y avoir des bénéfices ou non, en fonction de certaines personnes. Et suite à ce stage, une semaine après, je serai au championnat de France à Saint-Nazaire, en bassin de 25 mètres. Puis le meeting de d'Amiens la semaine d'après, les vacances de Noël, et après on repart pour la deuxième partie de saison vers Paris. Évidemment, un programme quand même très chargé. Et après Paris, un petit peu de repos, ou alors de nouveau de nouvelles compétitions très rapidement. Bah ça je sais pas encore. Enfin, je me dis je verrai bien en fonction. Si je suis content de mon résultat, je pense que j'aurais pas envie de prendre de vacances et je continuerai sans m'arrêter. Ou alors je ferai une petite coupure d'un mois ou deux, je sais pas encore. Entendu. Quels sont les trois meilleurs moments que tu as pu vivre en tant que sportif jusqu'à aujourd'hui? Les 3 meilleurs moments, je dirais bah, ma médaille au championnat du monde déjà, de un. Les championnats d'Europe junior de 2022, où je ramène 2 médailles d'or et 2 médailles d'argent. Je fais une très belle compétition de ma part. Et troisième moment, je dirais la World Series de Limoges, qui a été la première fois qu'il y a une Coupe du Monde en France. Du coup, déjà, c'est un très bel événement. Et en plus de cela, j'ai réussi à me qualifier donc, pour mes premiers championnats du monde à la maison en réalisant un très beau chrono que j'aurais pas imaginé faire un an avant. Donc, pour moi, c'était un souvenir inoubliable de sortir de l'eau, de voir mes parents pleurer. J'en profite pour faire le lien avec ta compétition qui a eu lieu hier et avant-hier. Est-ce que tu peux nous dire quelques mots sur cette compétition qui a eu lieu à Villefranche? Bah, du coup, on a fait le meeting de rentrée de Villefranche, qui est une grosse compétition. Il y avait des grands nageurs comme Charlotte Bonnet, par exemple. Et bah, pour ma part, j'ai réalisé des belles performances parce que j'ai amélioré mon record de France du 100 mètres brasse. Mais vu que il est en FFN, il pourra pas être homologué. Donc, il faudra que je le refasse lors des championnats de France à Saint-Nazaire. Et j'ai également réussi à améliorer mon 200 mètres brasse. Tu peux nous évoquer tes temps? Donc, sur le 100 mètres, j'ai nagé une 8 et sur le 200 mètres, j'ai nagé 2,29. Et je suis satisfait de moi parce que généralement, dans ce genre de compétition, on arrive, on n'est pas vraiment préparé, on est très fatigué, bah, j'arrive pas à nager vite et pour la première fois, j'ai réussi à réaliser ça, donc ça lance très bien la saison. Évidemment, on te félicite toutes et tous pour cette belle performance. Et inversement, les trois moments les plus difficiles de ta carrière. Et bah, ça paraît bizarre, mais je dirais les championnats du monde à Manchester. Parce que malgré que je fasse troisième et que personne aurait misé sur moi quelques mois avant, bah, je savais que j'aurais pu chercher la deuxième place et avoir mon ticket pour les Jeux de Paris directement. Mais donc ça a été très dur pour moi. Avec le recul, bien sûr, je suis satisfait, mais c'était pas ce que j'étais venu chercher premièrement là-bas. J'irai après, en termes d'entraînement, le stage de février dernier à Canet-en-Roussillon, parce que c'était vraiment très dur et j'ai pris une claque dans la gueule. Je suis désolé pour le terme, mais voilà, c'était vraiment très dur et j'ai pensé que j'allais arrêter la natation, mais finalement je me suis accroché. Et pourquoi c'était si difficile physiquement? Parce que j'avais un niveau déjà depuis septembre dernier inférieur à ceux de mon groupe. Et bah, ce stage-là, il m'a vraiment mis HS. Mais justement, une fois sorti de ce stage, bah, quand on est revenu à Dijon, les séances paraissaient plus faciles, alors qu'elles étaient tout aussi difficiles qu'avant. Donc elles m'ont permis de progresser et de monter un échelon supérieur. Très bien. À partir de quel âge as-tu voulu te consacrer à la natation et pourquoi? Alors, j'ai commencé à nager, bah, j'ai essayé de nager depuis tout petit, hein. J'ai mon grand-père qui m'a appris à nager. Mais j'ai commencé la natation en club, du coup, bah, en handisport Célestat, lorsque j'étais en sixième, donc ça fait 11 ou 12 ans.
Et c'est ça, hein, 11-12 ans, ouais. Oui. Et après, bah, je nageais une fois par semaine pendant 2 ans. Après, bah, du coup, l'été de la cinquième à la quatrième, c'est là où je me suis fait ma blessure au genou. Et j'ai commencé l'année avec 5 séances du coup. Puis j'ai fini la saison avec 6 ou 7 séances en fonction des scènes. Entendu, je fais le lien explicite avec le PS. Tu dois savoir aujourd'hui que le savoir nager est obligatoire. Nous, par exemple, au collège Émile Zola, on propose de savoir nager également la natation de vitesse pour tous les élèves de 6e. Qu'en penses-tu? Penses-tu que c'est une belle chose, une bonne chose? Penses-tu qu'on devrait proposer la natation obligatoire aux élèves avant la 6e? Je pense que c'est très important que les enfants sachent nager. Et bah, plus tôt les enfants sont mis dans l'eau, moins il y a d'appréhension. Moi, je sais que mes parents ils m'ont emmené à la piscine à 6 mois, que j'ai toujours aimé dans ce milieu et tout, et baigné, j'ai toujours baigné dedans. Et je sais que moi, quand j'étais au collège, du coup, quand on allait à la piscine, bah, ceux qui n'étaient pas forcément habitués, ils avaient des gènes et ils se sentaient pas à l'aise dans ce milieu-là. Donc je pense que pour moi, en sixième, c'est jeune, mais je pense qu'on peut l'inculquer plus tôt. Mais il faut le faire de la bonne manière pour pas qu'il y ait des traumatismes aussi chez les enfants. Exactement. Peux-tu nous présenter rapidement les différentes catégories en natation handisport en évoquant le handicap moteur et la déficience sensorielle en prenant quelques exemples, si possible, de nageurs français? Alors, en natation, c'est très simple. Il y a 10 catégories d'handicap physique qui vont de S1 à S10. S qui veut dire swimming, donc natation en anglais. Les handicaps S1, ça va être les handicaps les plus lourds. Et les handicaps qui vont être classés S10, les handicaps les plus faibles. Donc, moi, je suis en S10. J'ai très peu de gêne. Alors que des quadrilles amputés vraiment hauts vont être classifiés S2 à l'image de Pierre Rabhin. Tu pourras leur faire passer une photo si tu le veux. Hugo Didier par exemple est classé S9. Ensuite on a les handicaps visuels qui vont de 11 à 13. 11 étant aveugle total, 12 et 13 malvoyants, 12 donc pour suivre la logique des handicaps physiques étant plus touchés que les S13. Et pour finir, les S14 qui sont les handicaps mental et moteur. Tu peux nous parler rapidement d'Alex Portal? Alex Portal est du coup qui est un nageur S13 et qui est aussi qui s'entraîne avec son petit frère, qui a un Portal qui lui est S12 car elle est plus touchée que son frère. Merci. Peux-tu nous évoquer une journée type d'un sportif de haut niveau handisport? Tu l'as déjà évoqué, un réveil assez tôt, Ouais. des séances de musculation, des séances dans le bassin. Toi, tu peux également nous parler de tes études. Finalement, les journées sont assez chargées de Oui. ton côté. Donc moi en plus de l'entraînement au quotidien, je suis en cours en BTS communication à Suparcade, donc à Dijon, à je dirais un quart d'heure de la piscine. Et pour moi, c'est important de garder ce contact-là parce que aujourd'hui, la natation me permettra pas de vivre toute ma vie. Et l'école reste quand même quelque chose d'important, assurer un diplôme. Et au-delà de ça, ça me permet aussi de m'évader des bassins, je dirais. Parce que si je fais que nager, manger et dormir, bah, au bout d'un moment, c'est un cercle infernal dont on a envie de sortir. Et le fait d'aller en cours, déjà apprendre, j'aime bien apprendre. Et voir des jeunes de mon âge aussi, ça me permet de penser à autre chose et de me vider la tête. Et pour résumer, tu te lèves à quelle heure et tu te couches à quelle heure? Bah, je me réveille à 6 heures du coup, et je me couche entre 22 heures et 22h30. Pour revenir plus précisément sur la natation, quels sont tes points forts et par conséquent là où les nages où tu sembles être le meilleur? Donc la nage où semble être meilleure, c'est la brasse du coup, parce que c'est celle que j'ai commencé le plus petit, mais aussi bah, dans les catégories d'handicap, on n'a pas tous le même handicap, c'est plus le degré qui va jouer. Et en brasse, c'est une nage qui est surtout axée sur les jambes, donc c'est là où j'ai le plus de chances d'évoluer et de performer. Même en restant assis, peux-tu nous montrer finalement les mouvements de bras que tu pourrais effectuer avec ta main, justement, ce moignon? Est-ce que tu peux nous montrer finalement comment ça peut se représenter pour que nos élèves puissent voir cela? Bah du coup, bah moi, j'ai pas de main, donc voilà, mais ça n'empêche que je nage comme une personne lambda, on va dire, ou normale, même si c'est des termes qu'il faut pas approprier, mais donc je suis comme ça,
et je vais attaquer. Donc je vais prendre ma prise d'eau vers l'extérieur afin de me tracter vers l'avant, mais aussi de me soulever pour pouvoir respirer. Puis lorsque je m'engage vers l'avant, j'actionne mes jambes derrière pour pouvoir me propulser vers l'avant également. Quels sont les premiers aspects que tu as travaillé pour faire en sorte que tu ne ressentes pas ton handicap lors d'une course? Et bah j'ai jamais pensé. J'ai toujours nagé comme ça et comparé à des sportifs qui ont pu avoir un handicap et du coup qui ont nagé ou couru avant puis après leur accident, bah moi j'ai toujours été comme ça et pour moi nager à une main bah c'est la normalité donc je sais pas ce que ça fait de nager à deux mains. Donc globalement, de manière générale, comment arrives-tu à nager avec 5 doigts en moins, Bah comme tout le monde, comme tout le monde? exactement. Quels sont les groupes musculaires que tu développes le plus lors des séances de musculation? Et ben on va axer bah pour moi mon travail au niveau des jambes avec surtout du squat et du soulevé de terre. Après, on n'oublie pas le haut du corps aussi parce que bah faut quand même un équilibre physique. Qu'on fait du développé couché et beaucoup de tirage. Donc, qu'est-ce que ça va représenter comme groupe musculaire? Ça va représenter les dorsaux, les épaules, les triceps, les pectoraux. Et donc ça, c'est pour le haut du corps. Et pour le bas du corps, les quadriceps, les ischio-jambiers et les mollets. On y viendra par la suite sur les aménagements matériels, par exemple, mais en musculation, par exemple, sur des tractions, sur du développé couché, comment tu pratiques Alors, avec ton handicap? donc, pour moi, j'ai acheté un crochet de CrossFit. Donc, c'est une sangle que je viens enrouler autour de mon poignet et que je scotche. Et donc, au bout, ça fait comme une pince comme ça. Donc, normalement, la pince, on l'a dans notre main. Et ça nous permet de pas se faire mal aux doigts parce que bah, quand on pousse beaucoup de barres, bah, on a généralement de la corne. Et donc, je mets ça sur ma main gauche et que je cale donc comme ça sur mon os. Et donc, ça permet que la barre, elle bouge pas. Mais ça a ses limites. Donc, en ce moment, je suis en train de voir pour faire une prothèse qui devrait arriver normalement prochainement. Justement, on va aller plus dans le vif du sujet. Utilises-tu du matériel spécifique à ton handicap pour travailler dans le bassin cette fois-ci? J'avais fait faire une prothèse, enfin pas une prothèse, mais une orthèse du coup, par une ergothérapeute lorsque je nageais à Bordeaux. Donc c'était un manchon que je venais fixer sur mon moignon avec une plaquette au bout pour essayer, mais je l'ai pas utilisé longtemps parce que malgré que ça me fasse nager comme si j'avais deux mains, bah mon bras gauche avait du retard parce que malgré que je pousse, bah l'eau poussait dans l'autre sens la plaquette et donc ça crée plus un déséquilibre et une gêne qu'autre chose. Y a-t-il un règlement spécifique t'interdisant d'avoir tel ou tel aménagement matériel en compétition? Donc en compétition, comparé à l'athlétisme, nous en natation, on doit nager avec notre handicap tel quel. On n'a pas le droit d'avoir bah, un matériel qui pourrait nous faire nager comme si on était entre guillemets valide. Alors qu'en athlétisme, bah, quand on a une jambe, on court avec une lame. Alors que nous, bah, pas du tout. On est comme ça, avec notre maillot de bain dans le bassin. Y a-t-il selon toi assez de moyens et de structures adaptées pour développer le handisport aujourd'hui? Euh, je, je sais pas. Bah, pour ma part, j'ai pas de souci parce que j'ai un handicap qui peut se fondre très facilement dans un groupe de nageurs valides, où il n'y a pas de souci, pas besoin d'aménagement de séance. Mais quand je sais que pour des nageurs paraplégiques, etc., c'est très difficile de s'intégrer dans un groupe. Et aujourd'hui en France, on n'a plus de structure comme j'ai pu avoir la chance d'être au Pôle France handisport, qui accueille des sportifs comme ça et qui doivent se débrouiller par eux-mêmes. Il n'y a pas quelque chose de concret de proposer, on va dire. Donc ça peut être difficile pour eux de s'adapter. Après, c'est aussi à eux, à leur entraîneur, de trouver comment faire. Et voilà. Comment vois-tu évoluer le handisport dans les années à venir? Bah, j'espère qu'il va évoluer positivement. On voit que déjà, de plus en plus, les gens s'y intéressent, notamment toi. Je sais pas si avant une école aurait fait un projet autour du handisport ou des Jeux paralympiques. Ça se développe de plus en plus. Et oui, j'aimerais que ça évolue positivement et on soit considéré comme d'autres sportifs. Bah, je prends l'exemple de la natation, mais comme les valides, parce que en fin de compte, on s'entraîne et on se donne autant qu'eux dans les bassins, donc pourquoi ne pas avoir la même reconnaissance?
Quels sont les trois sportifs handisport français que tu admires le plus et pourquoi? Damien Seguin, premièrement, qui faisait de la voile du coup, et que j'ai rencontré lorsque j'étais très jeune, qui m'a donné ce goût de la compétition et du handisport. Ensuite, je sais pas, je regarde pas trop de compétition handisport, malgré que j'en fasse partie. Mais j'irais Elodie Laurandi parce que elle a un gros palmarès et c'est quelqu'un que je côtoie beaucoup en équipe de France et qui m'inspire. Et bah, faut que je trouve quelqu'un qui est pas nageur pour finir. Euh, Qu'est-ce que je pourrais Je dire? pourrais te parler de Lucas Mazur pour faire le lien avec le Lucas, badminton. ouais. Ouais, Lucas, très impressionnant. Des fois, j'allais le voir jouer quand j'étais à Bordeaux, du coup, parce qu'il s'entraîne depuis quelques années sur Bordeaux. Et ouais, c'est impressionnant. Il fait des flaques de transpiration sur le terrain et c'est assez impressionnant de le voir jouer. Et ouais, voilà. Et justement, ces rassemblements, comment cela se passe dans ta semaine, dans ton mois, sur la programmation annuelle même? Quand est-ce que tu rejoins d'autres nageurs ou même d'autres athlètes français? Du coup, on a donc des échéances qui sont définies dans l'année, donc on se voit pas beaucoup, mis à part au championnat de France, ou après, des fois on peut se croiser bah, sur des compétitions en fonction des lieux. Par exemple, ce week-end à Villefranche, il y avait Quentin Vira et Elodie Laurenti qui étaient là. Mais sinon, après, si on se voit, c'est en stage. Donc, généralement, les stages, ça a lieu au mois de janvier. Donc, un stage à l'étranger, généralement pour aller un peu au soleil, pour sortir du froid et de la grisaille de Dijon. Ou alors, bah, sur les phases terminales et préparations de compétition, comme les championnats du monde. Et quels conseils donnerais-tu aux jeunes athlètes, en particulier à ceux en situation de handicap, pour atteindre leurs rêves? Bah, moi, je leur dirais de tenter, mais aussi de faire ce qu'ils aiment. S'ils veulent faire les jeux, bah, donnez-vous-en les moyens. C'est une belle expérience. J'ai jamais vécu, mais de tout ce que j'en dis, de tout ce qu'on m'en dit, j'en ai toujours eu que du bien. Donc voilà, faut se lancer et puis même, faut pas avoir peur de son handicap ou quoi. Il y a toujours des façons de s'adapter. Moi, dans ma carrière, j'ai rencontré des centaines de sportifs, handi ou non, et à chaque fois, ils n'avaient pas tous le même handicap, ils n'avaient pas tous le même souci, ils n'avaient pas le moignon à la même hauteur que l'autre, mais c'est pas pour autant qu'ils n'arrivaient pas à pratiquer leur sport et à être épanouis dans leur vie. Donc, il faut se donner, il faut y aller. Et tant que le plaisir y est et qu'on va aller à l'entraînement avec le sourire, il n'y a pas de raison de ne pas faire de sport. Et de ton côté, comment ta famille et tes amis ont-ils réagi à ta carrière sportive? Ouais, j'étais très surpris parce que bah, ça part un peu d'un rêve de gosse. Parce que quand j'étais petit, quand on a appris qu'il y aurait les Jeux olympiques et paralympiques en France, mon père il est venu me voir et il m'a dit putain, en 2024, quel âge t'as? Donc je commence à faire un calcul. Ah, j'aurais 19 ans. Excusez-moi. Et il fait t'imagines, 19 ans, tu fais les Jeux et tout. Et en fin de compte, bah, on le disait ça en rigolant, mais on s'est vraiment pris au sérieux et c'est ce qu'on espère. On y est proche, quoi. On va peut-être le vivre. Tu vas le vivre et tu vas remporter une belle médaille, en tout cas. Ah bah, je l'espère. Je le souhaite. Comment ta famille et tes amis ont réagi à cette carrière, on l'a dit sportive, mais aussi sur le plan personnel, le fait que tu partes assez loin, tu viens en Alsace, tu arrives à Dijon, est-ce que tu arrives à voir régulièrement ta famille et tes proches, tes amis? Bah, du coup, je vois très peu ma famille. Je rentre rarement chez moi. Je suis rentré donc le week-end dernier parce que j'ai fait une intervention donc aussi dans une école, celle de ma maman. Et la prochaine fois que j'entrerai, sûrement ce sera pour Noël, donc c'est difficile. Après, mes amis, bah, il y a eu deux groupes en fait, en tout cas de quand j'étais au collège, qui se sont créés. Bah, ceux qui me soutiennent et qui sont avec moi, et ceux qui ont arrêté de me parler tout simplement parce que on voyait pas la vie pareil. Pour eux, la vie c'était sortir, voir les copains et tout, et bah, moi je le voyais pas comme ça, je le voyais d'une autre façon, donc il y avait ceux qui étaient compréhensifs et avec qui je m'entends toujours très bien, et quand je rentre, bah, je vois ses potes, je joue aux jeux vidéo avec eux, etc. Et ceux avec qui bah, j'ai du coup totalement coupé les ponts. On va parler désormais plutôt du pôle scolaire. Comment les enseignants ont-ils contribué à ton développement en tant qu'athlète en e-sport? Donc déjà, j'ai souvent eu des emplois du temps aménagés.
parce que j'avais donc des entraînements assez chargés. Lorsque j'étais à Bordeaux, ça allait bien parce que le Krebs avait vraiment une grosse implantation sur mon lycée. Et donc, je me suis retrouvé dans une classe que de sportifs. Donc, on avait tout notre emploi du temps qui était aménagé et le peu de cours qu'on loupait, c'était des cours qui étaient facilement rattrapés parce que c'était des langues ou des cours comme le français ou l'histoire qui peuvent être rattrapés le soir sans trop de difficultés. Mais aussi, bah, vu qu'on les loupait, mais que toute la classe est loupée, des fois le CREPS et le lycée s'arrangeaient pour qu'on puisse faire l'heure de cours, du coup, bah, le soir après le repas. Bon, c'est pas fun, mais au moins, ça permet d'avoir un emploi du temps bah, totalement aménagé pour s'entraîner et pas lié à la performance. Ensuite, quand je suis arrivé à Dijon, bah, c'était un peu plus compliqué. J'étais l'un des seuls sportifs de ma classe. Donc, on me dit, tu viens et bah, on te libère les cours, mais c'est à toi de te responsabiliser et de les récupérer. Donc là, j'ai un peu plus galéré. Surtout que j'avais une grosse charge d'entraînement et que j'étais souvent fatigué. Donc, bah, c'est pas un bon exemple pour les jeunes, mais j'ai pas souvent rattrapé les cours. Mais j'ai quand même réussi à avoir mon bac. Et cette année, donc, j'attaque un BTS qui doit se faire normalement en 2 ans. Et suite à une réunion, il va être fait en 3 ans du coup pour ma part. Comme ça, bah, les cours que je loupe, j'aurai déjà une base. Et l'année prochaine, je ferai vraiment ma première année, puis ma deuxième année. Et quels ont été les aménagements lors des séances de PS au collège et au lycée que tu as pu avoir, si tu en as eu? J'ai jamais fait d'aménagement. J'ai toujours fait comme les autres. Après, j'ai pas fait énormément de PS non plus, quoi. Euh, Souvent, ils me mettaient une note. J'allais qu'à l'évaluation ou ils me mettaient une note comme ça. Après, non, moi, j'ai pas eu d'aménagement en EPS. Non. Est-ce que les enseignants te considéraient comme les autres ou est-ce que justement ils te voyaient comme quelqu'un de différent? Non, moi, les enseignants m'ont toujours vu comme si j'étais un élève comme les autres et j'ai jamais senti cette différence, en tout cas auprès d'eux. As-tu été victime un jour de harcèlement au Mm. collège, au lycée? Non, jamais. J'ai jamais été moqué ou quoi. Après, des fois, au primaire, quand les enfants ils sont plus jeunes, bah, des fois ils se moquent, mais généralement on allait avec mes copains et on faisait la bagarre, quoi. Mais Et est-ce que tu as pu parler justement de ton handicap, un jour prendre la parole auprès des autres élèves ou avec ton enseignant pour parler de ton vécu, parler de ton handicap? bah, ça m'est déjà arrivé à la rentrée, là, du coup, en cours, on devrait préparer notre CV pour faire une demande de stage. Et donc, moi, j'ai présenté mon dossier de sponsoring, parce que j'ai pas de CV en fait. Et mais du coup, j'ai présenté ça devant la classe et j'ai parlé de ce que je faisais, de quel était mon handicap. Et parce que c'est sûr que les gens ils sont là et ils me voient mais ils savent pas vraiment ce que je fais. Enfin, je suis là un cours sur deux, je suis fatigué, des fois je fais la sieste, ils comprennent pas. Mais en fait, les gens une fois que tu leur expliques, bah ils se disent, moi je ferai pas le quart de ce que tu fais, donc ils s'adaptent et ils comprennent facilement. Et ils sont aussi compréhensifs parce que du coup, bah, quand t'as pas les cours, ils envoient directement et il y a aucun souci là-dessus. Et as-tu eu quelques souvenirs marquants durant ta scolarité, que ce soit en cours, dans la cour ou même après les cours? Quelque chose qui a pu te marquer concernant ton handicap ou concernant des relations, des discussions avec les enseignants, avec les personnes de la direction, avec ta CPE par exemple? Non, j'ai pas eu pas de moment marquant qui m'a marqué plus que ça. Ok. Quelqu'un aurait pu te féliciter sur une compétition par exemple, un chef d'établissement ou Ah bah oui, enfin, des fois, je recroise les profs parce que mon BTS, du coup, bah, c'est la suite du lycée auquel j'étais. Donc, il est délocalisé, mais il arrive qu'on ait des séances sur le lycée. Et bah, quand je vois les profs, bah, ils sont contents pour moi et ils ont vu que malgré que l'année dernière a été difficile, j'ai quand même réussi à atteindre mon objectif et ils m'encouragent à fond. quel impact le sport peut-il avoir sur la question du handicap et sur l'inclusion? Je pense que le sport, c'est un bon moyen. Je sais pas quoi dire. Pour l'inclusion, l'intégration de tous les élèves qui pourraient avoir des difficultés, qui pourraient avoir un handicap, qui pourraient ne voir que d'un œil, par exemple. On parle souvent d'un puissant levier. On dit Ouais. que le sport, l'EPS, l'association sportive pourrait être un puissant levier pour que chaque élève puisse participer en fait et chaque élève puisse discuter avec les autres, partager certains moments.
Qu'est-ce que tu en Je pense penses? que déjà, ça peut être un bon moment d'inclusion donc pour la personne handi, déjà si elle est dans un groupe de personnes valides, mais aussi de sensibiliser ces jeunes au handicap. Bah, je sais que, par exemple, quand tu arrives dans un groupe, que tu es malvoyant, on va dire, allez, aujourd'hui, on va nager, mais pendant l'échauffement, on va essayer de nager les yeux fermés. Et comme ça, mine de rien, ça sensibilise à l'handicap et de voir qu'en fait, bah, même si tu as les yeux fermés, ok, c'est plus difficile, mais est-ce que ça t'empêche de nager? Et donc, bah, ça rejoint ce que tu disais au début, on est tous différents, mais on est tous égaux en fin de compte. Et pour conclure, aurais-tu quelques mots pour les élèves du collège Émile Zola qui te regardent à l'écran? Un petit mot pour les élèves du collège Émile Zola. Je vous souhaite bah, plein de réussite au niveau scolaire, mais aussi au niveau sportif. Si vous faites, je sais pas, je pense du foot ou du badminton avec l'association de monsieur. Mais bah, en tout cas, je sais qu'il y en a qui vont passer le brevet, donc vous mettez pas trop la pression, ça devrait aller. Même si les profs, ils ont tendance à vous dire attention, cette année c'est le brevet. Bossez bien et soyez sérieux et vous allez arriver à atteindre vos objectifs. Merci beaucoup, Hector. Merci Arthur.